Opération secrète, rétrocommission, barbouze, réseau d'influence, corruption, détournement de fonds, soutien de dictature et coup d'État insidieusement orchestrés. Le document que vous allez voir ne prend pas de gants pour décrire 50 années de politique franco-africaine. Initiée par De Gaulle à l'indépendance de nos colonies, cette politique occulte porte le nom de France-Afrique. Son but, garder coûte que coûte le contrôle de nos anciennes colonies d'Afrique noire et la mainmise sur leurs précieuses matières premières, en particulier le pétrole. Pendant un an, le réalisateur Patrick Banquet a enquêté sur cette nébuleuse composée à la fois d'hommes politiques de tous bords, de militaires et de grands patrons. Un système parallèle quasi mafieux, en dehors de tout contrôle parlementaire, qui éclatera au grand jour avec l'affaire Elf. France-Afrique, la raison d'État. Première partie à suivre tout de suite dans Infrarouge. Juin 2009, le Gabon enterre son président, Omar Bongo. Image idyllique. Deux présidents de la République, l'ancien et le nouveau, réunis pour un hommage commun et fraternel aux défunts africains. Mais l'image est trompeuse. Au-delà des haines et des trahisons engendrées par la rivalité politique, la loi du silence doit régner. Car ici, en terre africaine, il y a depuis près d'un demi-siècle trop de complots partagés. Trop de coups d'État sanglants organisés, de dictatures protégées. En public, rien ne doit filtrer. Autour du président Sarkozy, la délégation française est le reflet d'un mélange, d'une connivence qui transcende les époques, les camps politiques et mêle personnages publics et hommes de l'ombre. Politiciens de gauche et de droite, francs-maçons, conseillers officieux ayant servi l'ancien et le nouveau président, pléthore de ministres de la coopération, amis d'enfance du président, omniprésents en Afrique et aux fonctions inconnues. Tous détiennent une part du secret. Mesdames et messieurs les chefs de délégation et leurs conjoints, messieurs les anciens chefs d'État, honorables. Qui va prendre la succession d'Omar Bongo, cet ami africain qui, durant 40 ans, fut le garant incontournable d'une politique franco-africaine qui nous a toujours été cachée. Ali Bongo, le fils du président défunt, est donné vainqueur des prochaines élections. Il tient l'armée. Mais ses opposants sont nombreux, se réclamant tous d'un peuple muet qui n'a jamais profité des richesses du pays. Et dire aux Gabonais maintenant que c'est à eux de choisir et à eux seuls. Je vais vous le dire de la façon la plus claire et la plus simple, la France n'a pas de candidat. Difficile à croire. Comment la France pourrait-elle se désintéresser d'une telle succession? Bon voyage, monsieur le président. Le 30 août 2009, Ali Bongo remportera les élections. Mais dans quelles conditions? L'ancien chef des services secrets français du Gabon s'indigne. On a les vrais chiffres. Et bon, on n'est pas les seuls. Même l'agence France-Presse locale. Personne ne le dit, mais ça me révolte, moi. L'ancien monsieur Afrique du président Chirac est encore plus précis et donne le principal opposant d'Ali Bongo comme le vrai vainqueur. Nous, on a plein d'infos, comme quoi Obama a eu 42 et Ali Bongo 37. Et que c'était quasiment inversé. Quant à l'ancien ambassadeur de France au Gabon, il y a longtemps qu'il ne se fait plus d'illusions. Les élections ont peut-être été un peu truquées, bien sûr, comme partout, hein, mais bon. Ainsi va la France-Afrique. 50 ans d'une histoire secrète, écrite sous la tutelle de l'homme qui prit en main le destin de la France à la fin des années 50, le général de Gaulle.
Tous les pays sous-développés qui hier dépendaient de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine? Pour comprendre ces 50 années d'une histoire occulte, il faut remonter en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À la Libération, un vent de révolte souffle sur tout l'empire colonial français. Le général de Gaulle en est convaincu, la France n'échappera pas au mouvement des indépendances qui balaie la planète. Dans le cadre du référendum de 1958 qui crée la Ve République, il propose donc aux 14 colonies africaines un nouveau statut qui, 2 ans plus tard, en 1960, débouchera sur l'indépendance. Mais dans l'esprit du général, indépendance ne signifie pas liberté. Il est hors de question de perdre le contrôle des anciennes colonies. Car de Gaulle a une certitude. La France ne peut être reconnue comme une grande puissance mondiale que si elle est indépendante sur le plan énergétique. Pour y parvenir, il installe à la direction des carburants un homme de confiance, Pierre Guillaumat, polytechnicien, qui sera le fondateur de Elf, la grande compagnie pétrolière publique française. Pierre Guillaumat, c'est le stratège industriel du général de Gaulle. Il veut dire il faut absolument se retrouver avec une indépendance énergétique, et voilà comment on va la faire. Mais très vite, Pierre Guillaumat va devoir affronter un problème majeur. La France tire l'essentiel de son pétrole de l'Algérie. Or, en 1962, après une guerre fratricide, l'Algérie est devenue indépendante et la France perd son pétrole saharien. Elle a été faite par la richesse saharienne et d'un coup, elle est rayée de la carte. Alors, il a donc fallu rebâtir une nouvelle stratégie pour aller à la conquête du pétrole mondial et, si possible, d'aller là où il y en avait. Sur la carte mondiale de l'or noir, il faut ajouter aujourd'hui une nouvelle tâche, le Gabon. Au sud de Port-Gentil, l'arsenal ultramoderne de la recherche pétrolière a été mis à contribution. Incontestablement, le gisement gabonais a l'air d'être intéressant et le Gabon va devenir l'axe politique majeur de la politique pétrolière. C'est donc le Gabon qui remplacera l'Algérie. Mais, problème, le Gabon n'est plus depuis 1960 une colonie française. Il est devenu un État indépendant. Et c'est bien cette indépendance toute neuve qui, désormais, inquiète le général de Gaulle et les pétroliers. À partir du moment où il y a pétrole, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer avoir des coups d'État tous les 3 mois avec des conditions changeantes, puisque entre le moment où on trouve du pétrole et le moment où on le sort, il s'écoule 7 ans.
Donc si les conditions changent tous les 3 mois ou tous les ans, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment investir, on ne sait pas comment faire. Et je dirais que, d'une certaine façon, le général de Gaulle va essayer de trouver à l'intérieur de ces pays une certaine stabilité pour satisfaire le besoin d'autonomie énergétique du pays, c'est clair. Trouver une certaine stabilité. Tout est dit. Pour assurer cette stabilité et de fait le contrôle de ces nouveaux États, le général de Gaulle va mettre en place un système qui s'appuie sur 2 hommes dont il a pu apprécier le dévouement dans les services secrets de la résistance. Pierre Guillaumat, d'abord, le patron de Elf, qui accepte que la compagnie pétrolière devienne le bras armé de la France en Afrique et qu'une partie de ses profits colossaux serve à financer des opérations secrètes dans les anciennes colonies. Et Jacques Foccart, qui a été un des artisans les plus actifs du retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Avec le titre officiel de secrétaire général de l'Élysée chargé des affaires africaines et malgaches, il devient le grand ordonnateur occulte de la politique africaine de la France. Le général a décidé de garder près de lui une cellule politique pour s'occuper de ses relations avec les États africains. J'ai eu l'honneur d'en être le titulaire. Cette cellule politique dont parle Jacques Foccart va s'appeler la cellule africaine de l'Élysée. Pendant 16 ans, sous les présidences de De Gaulle puis de Pompidou, à la tête d'une centaine de collaborateurs, Jacques Foccart va organiser les rapports personnels entre les chefs d'État français et les présidents africains. Car la politique franco-africaine passe désormais par des liens étroits et secrets au plus haut niveau des États, en dehors de tout contrôle parlementaire ou gouvernemental. Je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens, avec des industriels en Afrique, avec des Africains de toutes catégories, et par la suite des chefs d'État africains, constituent un réseau, mais je n'appelle pas ça un réseau. Il sera bien le seul. Les historiens retiendront l'expression « les réseaux Foccart ». Jacques Foccart, la seule personne qui, en dehors de Madame de Gaulle bien sûr, a le privilège de voir le général tous les soirs. Il s'entoure d'hommes qui lui font une confiance absolue. J'ai été un homme de Foccart. J'ai été entièrement dévoué à M. Foccart. Et toujours fait ce que M. Foccart me demandait. Il m'a toujours bien conseillé, bien soutenu également. Hein, et beaucoup d'admiration pour M. Foccart. Maurice Delaunay sort de la Coloniale, l'école nationale de la France d'outre-mer. Il est le prototype de ces serviteurs de l'État qui ont géré l'Empire africain sans état d'âme. Sa très longue carrière en Afrique francophone va en faire le témoin privilégié des 50 années qui mènent des indépendances de 1960 à aujourd'hui. M. Foccart n'a jamais accepté un sou du gouvernement français. Jamais. Le général lui a proposé plusieurs fois d'être nommé conseiller d'État, il a refusé. D'être nommé secrétaire d'État, il a refusé. Quand on lui a parlé de lui donner un salaire, il a toujours refusé. Jacques Foccart vit d'une petite structure d'import-export qui fait du commerce avec les Antilles. Cette indépendance financière en fait un électron libre au sein de l'appareil d'État. Il y en a officiel, évidemment, mais il n'était pas officiel. Il n'avait pas de fonction officielle, Alberto. Eh bien, écoutez, à votre santé, hein, Alberto. Approchez-moi un petit tabouret, là. C'est donc un homme non officiel qui va, pendant 16 ans, être, dans les faits, le bras droit du général de Gaulle. Moi, je suis allé voir M. Foccart 3 semaines avant sa mort. Et puis, au moment de le quitter, j'ai dit, écoutez, Jacques, je vais vous dire au revoir. Il dit, non, c'est pas comme ça. Venez.
Il m'a pris par le cou, il m'a embrassé. Pouf, il était bouleversé. Parce que lui, ce n'était pas un tendre, hein, alors il n'embrassait jamais. Et là, quand il m'a embrassé, sur son lit de mort, j'étais vraiment ému, très très ému. Un mois après cette interview, Maurice Delaunay est décédé. Mémoire de Jacques Foccart. Je ne m'occupais pas seulement de l'Afrique, mais aussi des relations avec les gaullistes, et aussi des relations avec le SDEC. Le SDEC, S-D-E-C-E, les services de contre-espionnage français, sur lesquels Jacques Foccart aura, officieusement toujours, la haute main. Le relais de Jacques Foccart au sein du SDEC s'appelle Maurice Robert. Après une carrière brillante, comme disent les militaires, dans les commandos en Indochine, Maurice Robert est recruté par les services secrets français où il va prendre la direction du secteur Afrique. On m'a accusé d'être l'homme de Foccart au SDECE. Je n'ai jamais nié que je travaillais de façon très étroite avec lui, mais c'était l'intérêt du service comme l'intérêt de la France, pour des raisons tout à fait particulières qui sont que le renseignement a besoin d'orientation, si vous voulez, et que je recueillais là l'orientation directe du président de la République par l'intermédiaire de Jacques Foccart pour la recherche des renseignements sur l'Afrique. Donc notre politique était très claire, c'était la défense des régimes en place, d'abord pour éviter l'instabilité politique. Par conséquent, j'avais des pleins pouvoirs, même y compris pour recommander la désignation de certaines personnes françaises et africaines. Vous pourriez être plus spécifique? C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un chef d'État, là, vous avez autour de vous un gars qui ne vaut pas un clou, il faut l'éliminer et je vous conseille de prendre celui-là. C'est vrai que là, nous étions très directifs. Directif. Le mot est faible. La première action d'éclat des hommes de Maurice Robert sera de déstabiliser la Guinée pour tenter de renverser son président élu. Ce président, Ahmed Sékou Touré, avait, en 1958, osé proclamer immédiatement l'indépendance de son pays, 2 ans avant les autres colonies. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le général de Gaulle, profondément vexé, avait réagi avec une extrême violence et la sanction de cet affront avait été immédiate. Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité, ce qui est quand même un peu absurde. Il voulait l'indépendance, il l'a. Le général de Gaulle lui-même avait dit quelques jours après l'indépendance de la Guinée à quelqu'un qui lui en parlait, en disant « tout ça, ça ne va durer que quelques jours, vous allez voir, ça va s'effondrer ». Le général se trompe. La Guinée ne s'effondre pas, mais, abandonnée par la France, elle se rapproche des pays de l'Est, trop heureux de mettre un pied sur le continent noir, chasse gardée des puissances européennes. Il y avait beaucoup de Cubains, par exemple, pendant quelque temps, la garde personnelle de Sékou Touré était entraînée par des militaires cubains. L'organisation politique du pays, où il y avait des structures administratives et politiques calquées sur celles du parti. Et c'était pas l'idée que l'on se faisait à Paris d'une démocratie pluraliste. Face à ce qu'elle considère comme un défi, une provocation, la France va réagir. Car en ses débuts de guerre froide, face à l'expansionnisme soviétique, elle a été investie par les États-Unis du rôle de gendarme sur le continent noir. Elle est libre d'y faire régner l'ordre occidental par tous les moyens, dans le silence complice des autres nations. Tous les régimes séduits par les discours émancipateurs de Moscou seront impitoyablement combattus par des opérations relevant le plus souvent des services secrets. Pour déstabiliser la Guinée,
Maurice Robert va se faire faux monnayeur. Contrairement aux autres anciennes colonies qui avaient accepté d'avoir une monnaie commune, le franc CFA, la Guinée faisait cavalier seul. La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé donc le franc guinéen. Et les services spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont déversés sur le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour déstabiliser la monnaie guinéenne. Mémoire de Maurice Robert. Cette opération a été une véritable réussite et l'économie guinéenne, déjà bien malade, a eu du mal à s'en remettre. Nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise de pouvoir par l'opposition. Mais si l'opération réussit à ruiner l'économie guinéenne, elle ne suffit pas à entraîner le renversement de Sékou Touré. Mémoire de Maurice Robert. Nous avons armé et entraîné des opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et, si possible, qu'ils renversent Sékou Touré. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent, elle a été démontée. Quel était le but précis de l'opération? Dans l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. C'est évident. Ruiner l'économie d'un pays, armer les opposants d'un président élu. La France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts. Au Cameroun, c'est d'un assassinat politique dont elle va se rendre complice. En 1960, ce pays, qui va devenir un grand producteur de pétrole, accède à l'indépendance. Maurice Delaunay avait été chargé de sélectionner le futur président. Quand on a commencé à vouloir faire voter les Africains, il fallait quand même trouver des leaders pour se présenter. C'est-à-dire des gens qui sachent au minimum lire et écrire, et qui aient un petit peu de formation. Et Elgio avait été repéré comme un garçon pas mal, intelligent, ouvert, et désireux de progresser. Et donc, on peut dire que c'est l'administration coloniale qui a mis Elgio en avant. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on nous a fait demander de tout mettre en œuvre pour qu'Elgio soit élu. Il a été élu. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie, comme un soleil tu commences à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Une marionnette de la France. C'est ainsi que l'UPC considère Amadou Ahidjo. L'UPC, Union des populations du Cameroun, interdit d'existence légale du temps des Français pour son idéologie marxisante, appelle à son renversement. Son chef, Félix Mounier, devient la bête noire des autorités françaises qui soutiennent le pouvoir vacillant du président Ahidjo. Mounier, je le connaissais bien, il était médecin, pas de problème avec lui. Il a même choisi mon fils. Et puis après, il a évolué de manière différente. En déplacement à Genève pour acheter des armes, Félix Mounier a rendez-vous dans un café avec un certain William Bechtel, qu'il croit être un journaliste. Il s'agit en fait d'un membre des services secrets français. Après le rendez-vous, Félix Mounier s'effondre, terrassé par un mal mystérieux dont il ne se relèvera pas. L'enquête de la police suisse prouvera qu'il a succombé à une dose de thallium que William Bechtel a versé dans sa tasse de café. William Bechtel. Maurice Delaunay ne prononce pas son nom, mais reconnaît la complicité de la France. C'est quelqu'un qui avait été payé par le président Elgio, mais avec notre accord, évidemment. Nous-mêmes, nous étions très hostiles à Mounier, qui était violemment anti-français. Vous dites « avec notre accord ». Est-ce que ça signifie que la France peut être complice d'un homicide? Qu'en pensez-vous du passé de la France? Qu'en pensez-vous de Richelieu? Hein? Il y a des moments, si vous voulez, où la politique
passe avant la morale, hein, à mon avis. Mémoire de Maurice Robert. Le général n'exprimait jamais, ou que très rarement, son approbation formelle à des opérations de ce type. S'il ne disait pas non, c'est qu'il laissait faire. C'est ce qu'on appelait le feu orange, qui signifiait « allez-y, faites comme bon vous semble, mais nous ne sommes pas au courant ». Sous-entendu, en cas de pépin, on ne vous couvre pas. Par la violence ou par des élections plus ou moins démocratiques, le système de contrôle de nos anciennes colonies se met en place avec la venue au pouvoir de présidents dévoués aux intérêts de la France. Des présidents appelés gouverneurs noirs pour signifier que rien n'a changé depuis l'époque des gouverneurs coloniaux, administrateurs français aux ordres de Paris. Le Gabon, qui est désormais le principal fournisseur de pétrole de la métropole, a un président comme la France les aime. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Monsieur le Président de la République, lorsque vous viendrez à Libreville, vous vous y sentirez chez vous. Comme moi, je me sens ici, chez moi. Au Gabon, c'est le bois, et en particulier l'okoumé avec lequel on fabrique le contreplaqué, qui a fait la richesse des colons français. Avant que le pétrole ne transforme ce pays d'à peine 900 000 habitants en émirat pétrolier. Dans l'immense forêt équatoriale, qui couvre près de 90% du territoire, on trouve toutes sortes de Français. Des forestiers venus exploiter les richesses du bois, des truands en délicatesse avec la justice de la métropole, mais aussi des bons serviteurs de l'État tenus de se faire oublier quelque temps. De temps en temps, il y a comme on dit, des bavures. On fait une bavure et on vous met au vert pour tirer un peu du monde des médias. Pendant la guerre d'Algérie, Bob Maloubier était chargé de la liquidation physique des financiers du FLN. Pour remplir sa mission, il fait appel à des truands. Écarté des services secrets après l'échec d'une mission révélée au grand public, il est discrètement envoyé au Gabon, où il va très bien s'adapter. Je me suis retrouvé forestier au Gabon. Le Gabon, c'était une fraternité, vivait du bois pratiquement uniquement. Le pétrole avait commencé dans les années 56-57, c'était le tout début. Donc on vivait du bois, du petit commerce, etc. On pensait que Libreville était une toute petite ville, Port-Gentil une toute petite ville, tout le monde se connaît. Là. Il y avait des vieux coloniaux qui étaient là depuis 30 ou 40 ans, qui connaissaient tout le monde, qui tapaient sur le dos de tous les copains, noirs ou blancs. C'était même pas une colonie, je sais pas, c'était une espèce de village, si vous voulez, un village franco-africain, le Gabon. Les Français y sont effectivement omniprésents. Car la France truffe les entourages des nouveaux présidents de coopérants à tous les niveaux, dans tous les ministères et les grandes entreprises. Au Gabon, Jacques Pigault est chargé d'encadrer le nouveau président Léomba. Je suis arrivé tout de suite après l'indépendance et j'ai immédiatement commencé avec le président Léomba qui m'a dit « Tout ce qui est administratif, maintenant c'est vous qui vous en occupez, je ne veux pas en entendre parler ». Et ça va même très loin parce que même les ministres qui souhaitaient le voir, fallait qu'ils passent pratiquement par mon bureau pour me donner le motif de leur demande d'audience ou autre chose. Et c'est moi qui appréciais si le problème pouvait se régler à un échelon plus simple ou s'il fallait que ce soit le président qui tranche. Et ça se passait très bien. Ces Français, placés par l'ancienne puissance coloniale, seront tous, dans leurs différents secteurs, des honorables correspondants de Jacques Foccart, c'est-à-dire des informateurs bénévoles des services secrets. Monsieur Jacques Foccart venait régulièrement, j'étais en relation régulière avec lui, et le président, et ensuite même le président Bongo, me demandait quelquefois d'être le porte-courrier pour aller négocier avec lui. Au
bout d'1 an, le président Léomba, à qui je rends hommage, m'a vraiment considéré comme un membre de sa famille, j'allais dire presque un fils adoptif. Il m'a dit, votre famille ici, il n'y en a pas, c'est vous et moi, nous sommes de la même famille. Envoyé au Gabon par le ministère des Affaires étrangères pour un contrat d'1 an auprès de Léomba, Jacques Pigault a toujours son bureau au palais présidentiel 50 ans plus tard. L'attachement est viscéral et total l'incapacité de résister aux présidents africains qui ne rêvent que d'établir des liens familiaux indissolubles pour mieux s'attacher ces Français que la métropole a placés à leur côté. Mais pour la population gabonaise, la décolonisation est un mythe et le président une potiche au service de l'ancienne métropole. Le 19 février 1964, une centaine de militaires s'emparent du chef de l'État, Léomba, et le traînent à la télévision pour qu'il annonce lui-même sa destitution. Ayant envahi puis mis à sac le palais présidentiel dans la nuit de lundi à mardi, des éléments de l'armée gabonaise s'emparaient de la personne du président Léomba, qui était contraint de démissionner mardi matin. Un petit groupe d'officiers gabonais mutinés que nous voyons sur ces images formait alors un comité révolutionnaire, tandis qu'un gouvernement provisoire était constitué sous la présidence d'un leader politique de l'opposition, M. Obama. Des coups d'État, l'Afrique va en connaître des dizaines durant ces 50 années post-coloniales. La France va les combattre, les provoquer ou les tolérer selon la personnalité des dirigeants en cause et leur degré de docilité aux intérêts français. Au Gabon, Paris décide d'intervenir immédiatement. Jacques Foccart m'a dit, il y a un avion qui vous attend à Villacoublay et vous partez à 5 heures. Mission, vous remettez M. Léomba sur son fauteuil s'il est toujours vivant. Mémoire de Jacques Foccart. Vers 7 heures du matin, j'ai rendu compte au général qui a donné son accord pour l'intervention. Mémoire de Maurice Robert. Il est évident qu'en préservant la stabilité de pays comme le Gabon, la France protégeait dans le même temps ses intérêts économiques. Protéger ses intérêts économiques. C'est bien le but des accords de défense militaire que la France a signés avec la plupart de ses anciennes colonies. Officiellement, il s'agit de venir en aide au président contre une agression extérieure. Mais des clauses secrètes prévoient que la France interviendra également si le président est contesté à l'intérieur de son propre pays. En contrepartie de cette assurance anti-subversion, les mêmes clauses secrètes obligent le pays signataire à donner la priorité à la France pour la fourniture des matières premières dites stratégiques. Pétrole, uranium, manganèse, etc. On ne saurait être plus clair. Léomba, retrouvé dans un village en forêt par les militaires français, est ramené à Libreville, la capitale. J'entendais la mort, cette faucheuse de personnes. Je l'ai vue de près. J'étais à 1 millimètre de la mort. Et je ne sais par quel miracle, je me trouve au milieu de vous. Ce président est décidément bien fragile. Il va falloir l'encadrer. À partir de là, il s'est agi pour nous d'assurer sa sécurité. C'est comme ça que nous avons décidé de créer une garde présidentielle. Et d'ailleurs, nous avons confié cette garde à un ancien du SDECE, qui était également un ami à moi, Bob Malouvier. C'est lui qui a créé entièrement la garde présidentielle du président Léomba. Foccart m'a téléphoné, il m'a dit, il faut que tu t'en occupes. Tu rentres au palais, tu abandonnes ce que tu fais là, et puis tu reprends du service. Voilà. Il fallait un encadrement. Je suis allé voir le préfet de police à Paris. Je lui ai dit, Raymond, il faut que tu me donnes quand même des instructeurs, quelques fonctionnaires de police solides. Il m'a dit, bon, bah, je vais t'envoyer 2-3 grands instructeurs de tir, des CRS, etc. Et avec mes nageurs de combat et mes gens du 11e choc, j'ai fait l'encadrement. Voilà.
C'est pas évident de prendre des gens qui viennent de leur cambrousse et de leur expliquer comment on doit organiser, protéger un président, voire un voyage officiel. Tu montes la garde debout, mais tu t'assois pas, tu manges pas, tu bois pas, tu vas pas boire un coup, tu vas pas aux choses quand tu es de garde, etc. Et tu rencontres, c'est prendre des gens sortant de la brousse à zéro et puis essayer d'en faire des simili paramilitaires, si vous voulez. Donc ça se fait lentement. Mais protéger le président d'un éventuel nouveau coup d'État ne suffit pas. Jacques Foccart décide de le contrôler au plus près par un de ses hommes de confiance. Monsieur Foccart me convoque dans son bureau et me dit « Maurice, vous partez au Gabon, comme ambassadeur. » Monsieur Foccart avait donc le pouvoir de nommer les ambassadeurs. Le pouvoir de désigner les gens qui devaient être nommés ambassadeurs. Entre le nouvel ambassadeur et son patron occulte, Jacques Foccart, la ligne est directe. La cellule Afrique de l'Élysée est un État dans l'État qui court-circuite les instances étatiques traditionnelles. Bien des fois, moi je rendais compte à M. Foccart de certaines choses. Je ne rendais pas compte au ministère des Affaires étrangères parce que j'étais sûr qu'aux Affaires étrangères, je tomberais sur un type qui n'y comprendrait rien. Mais dès cette époque, la fragilité psychologique et la maladie du président Léomba inquiètent. Et Jacques Foccart décide la mise en orbite d'un petit jeune prometteur, Albert Bernard Bongo, qui est déjà le directeur de cabinet du président. Quand on a vu avec M. Foccart que la santé du président Léomba faiblissait tout doucement, M. Foccart a eu une bonne idée. Il a dit voilà, on va demander au président Léomba de réformer la Constitution et de faire élire un vice-président de la République qui, aux États-Unis, succède d'office au président de la République. On a fait une mise en scène à l'ambassade du Gabon à Paris, en faisant venir un certain nombre de Gabonais qui ont approuvé le changement de constitution. Voulez-vous lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un vice-président de la République qui était Bongo. Étant donné ce que fait et ce qu'a déjà fait mon ami Albert Bongo, je me présente avec monsieur Albert Bongo à la présidence de la République, lui étant vice-président de la République. Et quand Léomba est mort, Bongo est devenu président de la République, sans élection. Ce qui a permis d'éviter quand même une succession qui aurait été difficile et qui aurait été certainement périlleuse. À l'époque, ça vous paraissait complètement normal que la France prépare d'assez près les successions, choisisse un peu les candidats d'une certaine façon. Ben, c'était comme ça que ça se passait à l'époque, vous savez, tout le monde trouvait ça tout à fait normal, puisque ça préservait la sécurité, ça préservait la paix. Durant ces 50 années de la décolonisation, la France met en place ou soutient activement des présidents dont la plupart sont des dictateurs qui n'hésiteront jamais à recourir aux méthodes les plus brutales pour rester au pouvoir. Vive le président Ahmed Sékou Touré. Des complices sans état d'âme du pillage de leur pays par les compagnies étrangères. Comme le fut le président Bongo au Gabon. Nous l'avons aidé, soutenu pour qu'il puisse arriver à s'imposer rapidement. Mais enfin, c'est un homme intelligent, un homme rusé, un homme travailleur. Il a eu besoin surtout d'un soutien moral. Sa montée en puissance, elle est venue, si vous voulez, de l'importance des découvertes faites par Elf. Elf a obtenu une grande partie des concessions de recherche, donc on peut estimer que très rapidement, Elf a procuré, avec les redevances pétrolières, si vous voulez, qu'elle versait, 70% du budget gabonais.
J'ai visité un peu cette ville et je vois que jusqu'à la cité des ouvriers d'Elf-Gabon, il n'y a pas un boulevard. Alors voilà ce que je vous demande de faire, c'est un boulevard que vous devez faire. Cette route, elle sera éternelle, nous pourrons la baptiser boulevard d'Elf-Gabon. Toujours plus de voitures dans les pays développés, toujours plus de pétrole consommé. Trouver de nouveaux gisements est un impératif, par tous les moyens. Au Biafra, cette politique va provoquer un désastre. En 1968, pour la première fois, la télévision française diffuse des scènes montrant des enfants mourant de faim. Comment en est-on arrivé là? Un an auparavant, le Biafra, la province la plus riche en pétrole du Nigeria, une ancienne colonie anglaise, a fait sécession. Le général a décidé qu'on devait se montrer favorable à cette insurrection biafraise. Quel était véritablement l'intérêt de la France dans cette opération du Biafra? L'intérêt, c'était le pétrole du Nigeria. Au Nigeria, la compagnie Elf a des contrats d'exploitation avec les autorités légales du pays. Ce qui ne l'empêchera pas de verser au Biafra sécessionniste les redevances provenant du pétrole extrait sur son territoire, sachant pertinemment que cet argent servira à acheter des armes. Et à Libreville, l'ambassadeur de la France au Gabon, Maurice Delaunay, devient marchand d'armes. J'étais responsable à Libreville de tout le ravitaillement du Biafra. Il y avait des bateaux qui arrivaient à Libreville, qui déchargeaient des armes de toute origine. Il y avait des armes chinoises, il y avait des armes françaises, il y avait des armes sud-africaines, enfin un peu de tout. Libreville était le point le plus proche du Biafra. Donc tout était stocké à Libreville. Tous les soirs, on chargeait un avion qui partait vers le Biafra. Du décollage de Libreville jusqu'à la côte, aucun problème, c'est un vol de nuit normal. Si ce n'est qu'il faut qu'on monte plus haut que d'habitude, parce que quand on arrive à la côte, là, il y a les batteries de DCA. Jacques Thiebaud est pilote, depuis des années, dans la seule compagnie aérienne gabonaise. Il accepte, par goût du risque et de l'argent, de convoyer les armes du Gabon au Biafra, qui est soumis à un blocus total. Donc on rentrait là sur le réduit biafrais, on faisait une approche aux instruments, piste complètement éteinte, dans le noir absolu. Et quand on arrivait à 500 pieds, c'est-à-dire à 150 mètres en finale, quoi, hein, là on demandait l'éclairage de la piste. On se posait, ils éteignaient la piste et nous on roulait avec la moitié d'un phare quoi, de sortie. Là on arrivait, on déchargeait l'avion et on essayait de faire le plus rapidement possible quoi, pour rester le moins longtemps. Moi j'étais content d'être pilote, j'étais content d'être en Afrique, j'étais content d'aller courir après les buffles, d'aller courir... Et puis j'avais une vie qui était... Moi j'étais un peu ignorant de toutes ces choses-là. Enfin, moi, j'avais pas de problème non pour faire ça, parce qu'un pays qui est en guerre, il faut bien qu'il ait de quoi se défendre, non? On m'avait demandé de former à Libreville des officiers biafrais. Alors, j'avais fait une petite école d'officiers biafrais aux environs de Libreville. Ces gens-là venaient pendant 4 ou 5 mois se former à des méthodes militaires classiques, et ensuite, ils repartaient au Biafra. Mais livrer quelques tonnes d'armement dans des conditions périlleuses, former en catastrophe quelques officiers, ces efforts sont dérisoires. Ils ne font que prolonger l'agonie des Biafrais, totalement encerclés dans un territoire qui se réduit de jour en jour. À partir du moment où on ne faisait pas ce qu'il fallait, c'était vraiment une opération perdue d'avance. Perdue d'avance par des gens courageux ou par des gens comme moi
qui croyait un peu obéir aux ordres qui nous étaient donnés, mais qui n'étaient pas suffisants pour qu'on puisse être véritablement convaincus. Car le général de Gaulle ne veut toujours pas assumer dans ses interventions publiques son soutien au Biafra. Le feu reste à l'orange. Allez-y, mais si vous échouez, je ne suis pas au courant. Le chef de l'armée nigériane, surnommé le Scorpion Noir, remet brutalement les choses en place. En fait, si vous, les Européens, et tout particulièrement les Français, vous mêliez de ce qui vous regarde, le problème biafrais serait résolu très rapidement. Vous vous croyez plus fort et plus intelligent que les autres. Vous ne comprenez rien à l'Afrique. Vous voulez réaliser vos ambitions aux dépens des autres pays. And you have carried your ambition too far at the expense of so many countries and so many lives. Dans ce qu'on appelle désormais le réduit biafrais, les morts d'enfants ne se comptent plus. Maurice Robert, qui, comme Jacques Foccart, pousse à la guerre depuis le début du conflit, pense alors avoir trouvé la solution miracle. Il faut mobiliser l'opinion publique française pour amener le général de Gaulle à véritablement s'engager. Et pour cela, jouer sur les mots. La guerre du Biafra va désormais s'appeler un génocide perpétré par les Nigérians contre le peuple biafrais. Mémoire de Maurice Robert. Nous voulions un mot choc pour sensibiliser l'opinion. Nous aurions pu retenir celui de massacre ou d'écrasement. Mais génocide nous a paru plus parlant. Nous avons communiqué à la presse des renseignements précis sur les pertes biafraises et avons fait en sorte qu'elle reprenne rapidement l'expression génocide. Le journal Le Monde a été le premier, les autres ont suivi. Mais il est trop tard. Les jeux sont faits. Écrasés par la puissance de feu de l'ennemi, les Biafrais livrent un combat qui semble maintenant désespéré. Le conflit a fait 1 million de victimes, dont beaucoup d'enfants morts de faim. « 1974. Nous sommes 4 ans après ce fiasco criminel. La France va connaître un changement politique historique. Le parti gaulliste, qui avec le général de Gaulle et ensuite Georges Pompidou, a gouverné la France depuis 1958, perd le pouvoir. Valéry Giscard d'Estaing gagne l'élection présidentielle, aux grandes dames des gaullistes de tradition, qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de cet aristocrate, homme de droite sans doute, mais qui prétend moderniser la société française. Certains se prennent à espérer qu'il va également réformer les relations franco-africaines et rompre avec les réseaux gaullistes. Le suspense sera de courte durée. Certes, Jacques Foccart est remercié, mais... Je dois dire, à la surprise de beaucoup des collaborateurs de M. Giscard d'Estaing, il a nommé Journiac. Et M. Journiac était un homme de M. Foccart. Absolument. Il était l'adjoint de M. Foccart. Que s'est-il donc passé? L'ensemble des chefs d'État africains avaient apprécié l'action de Jacques Foccart. Et donc, il est certain qu'ils en ont parlé au président Giscard d'Estaing. Ils ont plaidé la continuité. Ils ont plaidé la nécessité d'avoir des relations particulières. Donc, pour résumer, le nouveau président, qui commence à mesurer le poids des réseaux, nomme à la tête de la cellule africaine de l'Élysée, René Journiac, l'adjoint de celui qu'il vient de congédier. Et pour ceux qui n'auraient pas compris que la continuité s'impose, le président Omar Bongo va exiger encore plus. Quand Bongo a appris que je devais aller au Liban, il est allé voir le président Giscard d'Estaing, il a dit non, c'est pas possible. Monsieur Delaunay ne peut pas partir au Liban, il faut qu'il revienne au Gabon. Et lorsque j'ai mis quelques réserves auprès du président Giscard d'Estaing pour retourner au Gabon parce que ça ne me plaisait pas tellement,
Le président Giscard d'Estaing m'a dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas le choix. Le Gabon a changé de dimension. C'est devenu un pays important pour la France. Il produit plus de 20 millions de tonnes de pétrole. Il y a des intérêts français considérables. Il faut que vous retourniez au Gabon. Je suis retourné au Gabon. Journiac à l'Élysée. Delaunay au Gabon. Le système est de nouveau verrouillé par les réseaux Foccart. Les présidents africains sont rassurés. Rien n'a changé. Les 7 années du président Giscard d'Estaing vont être émaillées, en Afrique, d'épisodes quelque peu surréalistes. Au Bénin, pour commencer, le président français n'hésitera pas à cautionner l'envoi de mercenaires pour tenter de mettre à bas un régime pro-communiste. Au Bénin, il y avait un président, Kérékou, qui à l'époque était communiste. Mais ensuite, il n'est pas resté communiste longtemps, il est devenu tout à fait normal. Enfin bon, toujours est-il que le gouvernement français avait vu d'un œil assez favorable qu'un commando puisse être organisé pour changer de gouvernement au Bénin. Le mercenaire Bob Denard va être chargé de l'opération, sous l'autorité de Maurice Delaunay. Bob Denard, il avait déjà roulé pas mal en Afrique, il avait fait des tas de trucs. Et quand il est arrivé avec moi, il avait déjà une expérience assez particulière. Rappelons qu'un mercenaire est un homme payé pour tuer les adversaires de celui qui le paie. Anticommuniste viscéral, Bob Denard avait guerroyé pour le compte de la France au début des années 60 dans l'ancien Congo belge. L'enjeu était de garder sous contrôle occidental les ressources minières de la province du Katanga, et en particulier le cuivre. Mais cette fois-ci, au Bénin, il ne s'agit plus de matières premières, mais de lutte contre le communisme. Bob Denard avait constitué une petite équipe d'une centaine d'hommes qui avaient été formés au Gabon, dans un coin retiré. Et le jour où ces gens étaient prêts, il était décidé de faire cette tentative de putsch sur le Bénin. C'est un fiasco lamentable. Bob Denard et ses 90 hommes sont attendus à l'aéroport par l'armée régulière et doivent redécoller en catastrophe. Pour le mercenaire, il est temps de se faire oublier. Bob Denard est venu me demander l'hospitalité, mais je ne lui ai pas refusé. Je l'ai envoyé dans une ancienne mission catholique qui était à 40 km de Libreville. Il dit, vous restez là, vous vous écrasez, avec 2 ou 3 de vos hommes. Et puis voilà. Et il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des légumes, si vous voulez. Alors, il a pris ça du bon côté, il s'est mis à faire des légumes pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, évidemment, il a trouvé une autre solution pour aller ailleurs. Et sa carrière a continué. En 1995, Bob Denard, qui se définit comme corsaire de la République, est lâché par les autorités françaises. Il sera jugé pour son équipée ratée au Bénin. Moi, j'estime que Robert Denard est un très honnête homme, c'est un grand patriote, c'est un homme qui a rendu beaucoup de services à la France, et je suis un petit peu indigné qu'il puisse aujourd'hui comparaître devant un tribunal correctionnel. Bob Denard n'a jamais fait aucune mission sans avoir l'aval, plus ou moins officiel, plus ou moins dit, du gouvernement français. Il y a le président Giscard d'Estaing qui s'est défaussé dans cette affaire-là, il a eu tort, mais tous les autres présidents avaient reconnu que Bob Denard avait rendu des services éminents à la France. Sur certains services que Bob Denard a pu rendre à la France, Maurice Delaunay préfère garder le silence. Bob Denard, quelquefois, je l'ai mis à contribution pour des choses un peu particulières et j'étais sûr que je pouvais absolument compter sur lui et sur sa discrétion. Des choses un peu particulières, bon, c'est... Oh, ben, je ne peux pas tout vous raconter. Tandis que le président Giscard d'Estaing tente, avec le succès qu'on a vu, d'endiguer le communisme au Bénin, Albin Chalandon, le PDG de Elf,
n'hésite pas à flirter avec un régime marxiste avéré, toujours au nom du pétrole bien sûr. Il s'agit du Congo-Brazzaville, une ancienne colonie française devenue république populaire d'inspiration communiste depuis 1969. En 1979, un dictateur marxiste chasse l'autre. Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir. Entre-temps, d'importantes réserves de pétrole ont été découvertes dans le pays. Sassou a fait son coup d'État, a pris en main le Congo à ce moment-là, et j'ai naturellement présenté ma carte de visite et j'ai pris un contact avec lui qui a été extrêmement fructueux. Je me suis très bien entendu avec lui, c'était devenu d'ailleurs un ami, et bien qu'en bon marxiste qu'il était, il était réaliste, et subordonné à la Russie sur un seul pied. Il vaut mieux avoir un régime communisant stable que des régimes comme on a eu après, républicains, calqués sur nos républiques, nos mauvaises méthodes politiques, qui étaient tout le temps inversées. Ça c'est pire que tout pour des industriels. Enfin, avec le Congo, ça a vraiment très bien tourné, puisque ça a été de mieux en mieux, que Sassou est un ami de la France, et qu'en plus, sur le terrain, on a trouvé de très grosses réserves au Congo. Donc on a été tout à fait récompensés de notre persévérance qui a traversé par des moments difficiles. Pendant ce temps, à l'Élysée, un drame a frappé la cellule africaine. Son titulaire, René Journiac, ancien adjoint de Jacques Foccart, disparaît le 6 février 1980 dans un accident d'avion. Le président Giscard d'Estaing, paniqué, dit-on, par cette disparition, se tourne une nouvelle fois vers Jacques Foccart, qui lui recommande Martin Kirsch. Vous étiez ce qu'on pouvait appeler à l'époque un homme de M. Foccart. Je ne conteste pas. Et j'en suis même honoré. Je dois dire que le président Giscard d'Estaing m'a bien précisé, sans que je ne lui donne rien, que je pouvais garder tous mes rapports avec M. Jacques Foccart, pour lequel j'ai une très grande estime, et donc ça s'est très bien passé. Martin Kirsch est le titulaire vivant le plus ancien de ce poste au fonctionnement mystérieux entre tous, qu'est celui de Monsieur Afrique. Le président avait mis à ma disposition un mystère 20. Pratiquement toutes les semaines, je partais en fin de semaine en Afrique. J'étais reçu d'ailleurs immédiatement par le chef de l'État et on passait en revue tout ce qui pouvait poser des questions. Et ça, c'est l'avantage de cette formule, c'est que c'est immédiat. On ne passe pas par des entrelacements de ministères, de tout ça. On pouvait prendre les mesures nécessaires, les décisions de principe. Mais ça veut dire que le monsieur Afrique de l'Élysée a un très grand pouvoir quand même. Oui. Oui. Que l'on ne mesure pas tant qu'on ne l'a pas exercé. Au Gabon, où Maurice Delaunay quitte son poste d'ambassadeur, la nomination de son successeur va illustrer le rôle grandissant des chefs d'État africains et la pérennité des réseaux Foccart. Dans un premier temps, le président Omar Bongo n'est pas content de l'ambassadeur nommé par Paris. Le président Bongo a demandé qu'on lui donne quelqu'un de différent. Alors, on lui a suggéré Robert. Robert. Maurice Robert, l'agent secret, qui a suivi un chemin étrange depuis quelques années. En effet, un an avant l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, le président Pompidou avait décidé de faire le ménage dans les services secrets en nommant un nouveau directeur, Alexandre de Maranche. Maurice Robert, qui dirigeait le service Afrique, est marginalisé et finit par démissionner. Mais pas d'inquiétude sur son avenir professionnel. J'ai démissionné de l'armée et des services après avoir quand même appelé le président Guillaume, qui m'avait dit un jour, si vous en avez assez de ce métier, moi je vous prends.
Et j'avais un contrat à Elf le lendemain de mon départ de l'armée et des services. Donc, si on résume, un homme dont les services secrets de la République se débarrassent est immédiatement embauché par la compagnie pétrolière d'État, dont on comprend au passage qu'elle a elle-même ses propres services secrets. Et c'est donc à cet homme qu'en 1979, le président Giscard d'Estaing propose le poste d'ambassadeur au Gabon, à la demande d'Omar Bongo. Ça a fait des remous, de gros remous, jusqu'à l'Assemblée nationale, où il y a eu des déclarations diverses, des interpellations sur cette nomination, parce que j'étais considéré comme quand même une barbouze. L'Afrique, les présidents de la République française l'ont beaucoup aimé. Parfois, peut-être un peu trop. Bientôt la clé des champs pour Valéry Giscard d'Estaing, ou plutôt la clé des savanes, car dans quelques heures commencent pour lui les vacances. Les vacances, il achève sa visite au Gabon, une frontière à traverser, et il sera au Zaïre. Au Zaïre, croit-on savoir, comme disent les journalistes pudiques, car en fait, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas donné de précision réelle sur ses vacances. Si safari il y a, il aura lieu dans les forêts africaines, loin des regards indiscrets. Giscard me faisait venir à l'Élysée, il me disait voilà, je vais venir au Gabon à Noël, et pour aller dans le coin que je connais bien, c'était Kaba, qui est à 1000 km de Libreville. Il venait chasser et pêcher. Il restait 15 jours. Et pendant 15 jours, il vivait au cœur de l'Afrique, au milieu des Africains. Il avait l'occasion quand même de les rencontrer, de parler avec eux. C'était quand même un fait important. Et puis ensuite, il a eu des relations douteuses et privilégiées, à la fois avec Bokassa. Bokassa. Cet ancien capitaine de l'armée française a pris le pouvoir en Centrafrique, une ancienne colonie, par un coup d'État le 31 décembre 1965. Pour la France, l'intérêt de la Centrafrique repose essentiellement sur sa base militaire. Située au cœur du continent noir, elle permet d'intervenir rapidement dans toute la région. Et Jean Bedel Bokassa, que le général de Gaulle traitait de soudard tout en le recevant officiellement à l'Élysée, va devenir le cher parent de Valéry Giscard d'Estaing, qui va se rendre fréquemment en Centrafrique pour des safaris prolongés. Sa Majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Et quand, en 1977, le président Bokassa, jaloux de Napoléon, décide de devenir empereur, c'est la France du président Giscard d'Estaing qui paie la facture, d'un montant égal au quart du budget de la Centrafrique. On a beaucoup reproché à Giscard d'avoir laissé faire Bokassa, d'avoir laissé devenir empereur, ce qui était une mascarade épouvantable, puisque le jour du sacre, aucun chef d'État n'a voulu venir à Bangui. Ils n'ont envoyé que des ambassadeurs, alors que la France était représentée par son ministre de la coopération. Mais la mascarade commence à faire beaucoup de dégâts dans le précaré français. Plusieurs chefs d'État africains se sont tournés vers la France en disant ça ne peut pas durer, on ne peut pas garder M. Bokassa comme père et il faut que vous fassiez quelque chose. Donc le président Giscard d'Estaing, je pense que ce n'est qu'à son niveau que la décision a été prise, a décidé de mettre quelqu'un à la place de Bokassa. Il faut dire que Jean Bedel Bokassa, pour qui la France commence à se montrer moins généreuse, s'est tourné vers Mouammar Kadhafi. Le dictateur libyen est en guerre à l'époque avec la France à propos du Tchad. Paris prend donc la décision de renverser un président qu'elle a soutenu pendant des années. Mais par qui le remplacer? Il y avait à ce moment-là
sous protection française, plus ou moins rapprochée, 3 leaders qui se disaient présidentiables, au moins. Qui vivaient en France. Qui vivaient en France, à Paris. Il y avait M. David Dacko, qui avait été président immédiatement après l'indépendance, je crois, qui n'était pas très chaud pour être président. M. Bozizé ayant été ministre de l'empereur Bokassa, Paris était plutôt réticent. M. Patassé avait eu des propos à plusieurs reprises contre les Français très désagréables, et donc il a été retenu que M. David Dacko serait l'heureux élu. L'heureux élu. Une valise de billets sur les genoux et la peur au ventre, décolle du Bourget le 20 septembre 1979 à 8 h du matin, accompagné de 2 officiers du SDEC. C'est le déclenchement de l'opération Barracuda. Alors que l'empereur Bokassa Ier est en visite chez son nouvel ami Kadhafi, l'avion de David Dacko atterrit à Bangui, accueilli par une dizaine d'hommes des services secrets français qui le conduisent immédiatement au palais présidentiel où le coup d'État est annoncé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'y a plus d'empire centrafricain, il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de Bokassa Ier. Le dictateur de Bangui a été limogé cette nuit. C'est en Libye qu'il a appris sa déchéance et c'est donc là que, provisoirement, il trouvait refuge aux côtés d'un... Mais un mois plus tard, le Canard enchaîné publie en une un document qui va déclencher l'affaire des diamants. Cette lettre, signée de Jean-Bedel Bokassa, prouverait que Valéry Giscard d'Estaing a reçu en cadeau une plaquette de diamants du président en 1973, quand il était ministre des Finances et pratiquait déjà le safari centrafricain. Dans un premier temps, le président Giscard d'Estaing refuse de s'expliquer. Et on en termine avec cette question. Votre silence, c'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, ni du mépris. C'était quelque chose qui tenait aussi, permettez-moi de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Cette réponse dilatoire et embarrassée est perçue comme un aveu de culpabilité. On accuse le président d'avoir déclenché l'opération Barracuda uniquement pour récupérer au palais de Bokassa des documents concernant les fameux diamants. Nous sommes à 2 ans des élections présidentielles de 1981 qui vont voir Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac s'affronter au sein de la droite. L'affaire des diamants serait-elle avant tout une manœuvre pour affaiblir le président sortant? Je considère, et je ne me trompe pas, que c'est une histoire totalement tordue. Mais totalement tordue. Dessous, on le sait très bien, c'est une lettre qui a été faite par Chirac pour monter cette affaire. Ceci, je crois qu'on ne peut pas le contester. Et ça a coûté à mon avis, l'élection n'a pas marché à cause de cela. Il est temps que ça change. Le 10 mai 81, ce n'est ni Giscard ni Chirac qui gagnent l'élection présidentielle, mais François Mitterrand. La gauche au pouvoir. Enfin, croit-on, ça va changer. Le nouveau locataire de l'Élysée nomme au ministère de la Coopération un homme aux convictions de gauche affirmées, Jean-Pierre Cot. Mais bizarrement, Jean-Pierre Cot ne connaît rien à l'Afrique. C'était un peu une surprise, car je n'avais jamais été en Afrique, ou à peine, et je ne connaissais pas le sujet, j'étais plutôt un spécialiste des affaires européennes. Peu importe. Il y avait une volonté de notre part qui était évidemment de changer la politique africaine de la France et même une certaine obsession de la France-Afrique liée aux barbouzes. Et donc nous avions de ce point de vue-là un souci qui était un petit peu de faire le ménage. Faire le ménage, c'est d'abord remercier Maurice Robert, le sulfureux ambassadeur du Gabon, venant des services secrets de la République et de la compagnie Elf. Maurice Robert, qui dira dans ses mémoires « J'ai l'honneur d'avoir été le premier ambassadeur viré par la gauche ».
Je considère comme un honneur d'avoir viré Maurice Robert, d'avoir obtenu qu'il soit viré plutôt. Il symbolisait une période que nous considérions comme dépassée. Jean-Pierre Cot, au cours de ses voyages sur le continent noir, n'hésite jamais à affirmer ses convictions. Je crois que nous avons manqué de rigueur avec nos partenaires. Nous n'avons pas eu le courage de leur dire quand ils faisaient de bêtises. Il y a un minimum de respect des droits de l'homme sur lequel nous devons être tout à fait intransigeants. Ce qu'on appelait la sûreté dans notre vieux vocabulaire révolutionnaire, c'est-à-dire le droit de ne pas être assassiné, le droit de ne pas disparaître, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être emprisonné arbitrairement pour ses opinions. Ce minimum-là, partout où nous allons et partout où nous discutons, nous le disons, nous le défendons, nous le faisons avancer, et le cas échéant, nous en tirons des conséquences. Mais en parallèle à ce ministre symbolique du renouveau de gauche, François Mitterrand installe dans l'ancien bureau de Jacques Foccart, aux 2 rues de l'Élysée, un fidèle, Guy Pen, un chirurgien dentiste dont l'appartenance à la franc-maçonnerie représente la clé unique d'entrée sur le continent africain. Monsieur Pen a utilisé son réseau franc-maçon. Vous savez que tous les responsables africains appartiennent à une loge maçonnique. Ils adorent ça, les Africains. Pour eux, c'est des trucs secrets. Là, vous savez, c'est l'Afrique mystérieuse. Et alors, ils ont utilisé ce réseau. Bon, c'était leur droit le plus absolu, hein, pour reprendre, si vous voulez, l'influence qu'ils n'avaient pas encore récupérée. Mais Guy Pen ne fréquente pas que les réseaux francs-maçons. Il possède également de solides contacts du côté de Jacques Foccart. Au point qu'en 1981, le président Giscard d'Estaing, sur le départ, donne une surprenante consigne à Martin Kirsch, son monsieur Afrique. Le président dit à ses collaborateurs, qui sont tous réunis, pas de contact avec les successeurs, sauf pour Kirsch, étant donné que ce sont des affaires africaines en dehors de... Donc ça veut dire que le président Giscard d'Estaing fait une exception pour les affaires africaines. Oui, tout à fait. Et vous demande de passer le relais à votre successeur. Tout à fait, oui. Et ensuite, c'est vrai que Guy Pen m'a appelé pour avoir des informations. Et donc, je l'ai reçu chez moi. Je parlais librement. D'un côté, il y avait Cot, de l'autre côté, il y avait Guy Pen. Jean-Pierre Cot, c'était l'ouverture sur le tiers-monde, le discours généreux, le développement, les Nations Unies, les droits de l'homme. Très bien, ça donnait une image à laquelle Mitterrand tenait beaucoup. Et puis de l'autre côté, il y avait la politique symbolisée par Guy Pen, qui était une politique de relations directes avec les chefs d'État africains, de consolidation de ces régimes, quelle que soit la situation, et qui était une politique plus classique, je dirais, de la France-Afrique. Et François Mitterrand trouvait très commode d'avoir ces deux fers au feu, comme je dis, et de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Mais ça n'a eu qu'un temps, parce qu'à partir d'un certain moment, il a fallu choisir, et Mitterrand a choisi. Monsieur Christian Nucci est nommé ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, en remplacement de monsieur Jean-Pierre Cot. Je reçois un coup de fil de Pierre Mauroy qui me dit « Jean-Pierre, est-ce que tu veux être ambassadeur à Madrid ?» Je lui ai répondu tout simplement « Non, Pierre, je préfère retourner à l'université. » Pas de déclaration. Jean-Pierre Cot ne sera pas la seule victime du réalisme mitterrandien. À la tête des services secrets français, François Mitterrand avait nommé en 1981 un homme qui, dès son arrivée, découvre les réseaux Foccart. Je découvre effectivement qu'il y a un réseau très puissant d'influence, de renseignement et d'influence dans les principaux pays africains francophones. Le point où j'avais mis le paquet maximum, c'était le Gabon. Bongo avait dans son entourage des gens qui étaient directement manipulés par Elf, ou par Foccart, ou par les deux. On parle à Mitterrand, ça n'intéresse pas. Et je retire de ma conversation avec Mitterrand
l'impression diffuse qu'il en sait plus que moi, mais qu'il ne veut pas me le dire. Et qu'il a des contacts avec ces mouvances dont je ne connais pas exactement la nature. La première démarche va consister à identifier et expulser du SDEC tous les éléments douteux dont on pouvait penser qu'ils avaient été manipulés par les réseaux ou par Elf. C'était la purge de décembre 81. Vous en avez expulsé combien? Sous moi, j'en ai expulsé une trentaine. Ensuite, Pierre Marion décide de s'attaquer à la citadelle Elf. J'ai demandé à Mitterrand qu'il m'accorde de pouvoir voir Chalandon, qui était président d'Elf à cette époque-là, et j'ai donc déjeuné en tête-à-tête avec Chalandon, dans ma salle à manger personnelle à la DGSE. Parce que là, j'étais sûr que les micros étaient de mon côté. Alors je lui ai dit, écoutez, ça ne peut plus durer. Il y a un service officiel de la République qui est un service de renseignement et d'influence. Il s'appelle maintenant la DGSE. Vous voulez faire du renseignement de votre côté. On comprend que vous vouliez faire de l'influence pour vos intérêts commerciaux et économiques, mais le renseignement ou l'influence politique, c'est pas votre métier. Alors, je vous demande, d'accord avec le président de la République, je vous demande de retirer vos agents des pays dans lesquels ils sont accrédités actuellement. Et je m'attendais à une discussion très, très difficile, et puis ça n'a pas été une discussion difficile. Il m'a dit tout de suite, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, pour respecter effectivement cette fonction particulière. Mais son sourire disait que, voulait dire, parle toujours bon bonhomme, tu n'y arriveras pas. J'y suis pas arrivé. De toute façon, aussi bien Jean-Pierre Cot que Pierre Marion n'auraient pu aller très loin dans leur tentative de faire le ménage. Car en 1986, la gauche perd les élections législatives. Jacques Chirac devient le Premier ministre de cohabitation de François Mitterrand. Il rappelle immédiatement aux affaires, à Matignon, Jacques Foccart, âgé de 72 ans. Quant à François Mitterrand, il nomme son propre fils, Jean-Christophe, au poste de Monsieur Afrique de l'Élysée. En 86, Guy Pen a été élu sénateur, donc le poste était libre et mon père a décidé de me nommer à sa place. J'avais quand même derrière moi une longue expérience africaine en tant que journaliste et avant en tant que coopérant. Est-ce que c'était pas un peu délicat que le monsieur Afrique de l'Élysée soit le fils du président de la République? Pourquoi? Je suis interdit de travail? Parce que j'ai un nom. Je suis à un poste où j'ai des compétences et j'allais dire un passé. Beaucoup de mes prédécesseurs n'avaient pas ce passé-là. J'y suis resté quand même en tant qu'adjoint et en tant que patron de cette cellule. J'y suis resté plus de 10 ans. Les présidents africains, friands de relations familiales, voient d'un bon œil l'arrivée du fils du président à un poste où les relations personnelles jouent un rôle primordial. Est-ce qu'il vous arrivait de discuter de ces affaires-là aussi au petit-déjeuner ou Ça arrivait des fois, bien sûr, mais c'était un de mes avantages. C'est que je pouvais en parler en dehors des heures de bureau. Mais confronté au puissant réseau de Jacques Foccart, Jean-Christophe Mitterrand a du mal à exister auprès de ses interlocuteurs africains. Il abuse de son statut de fils du président et hérite du surnom peu flatteur de Papa Madi. Cette cohabitation Jacques Foccart-Jean-Christophe Mitterrand, Matignon contre l'Élysée, paralyse encore un peu plus la définition d'une politique africaine, comme en témoigne le sommet de la francophonie de Lomé en 1986. La détente en musique, l'harmonie même au sommet, voilà pour la scène et pour les caméras.
mais en coulisses, images différentes, climat différent. Jean-Christophe Mitterrand, le conseiller aux affaires africaines à l'Élysée, est omniprésent. Le fils du président n'est pas seul. À ses côtés, son prédécesseur, Guy Pen, qui a quitté officiellement l'Élysée, mais qui a fait tout de même le voyage pour une raison précise. Pour marquer en quelque sorte un autre homme, Jacques Foccart, l'homme de Chirac pour l'Afrique, après avoir été celui de De Gaulle et de Georges Pompidou. Jacques Foccart, dit le Sphinx. Les trois hommes sont souvent près les uns des autres, et il leur arrive bien sûr de discuter entre eux, à Paris, mais jamais en public, comme s'ils voulaient délimiter leur territoire. Comme s'il y avait à Lomé 2 délégations françaises. Mais en 1988, François Mitterrand, réélu pour un deuxième septennat, va reprendre la main. La France a toujours un besoin vital des ressources du continent noir. Mais 2 événements vont profondément changer la donne. La chute du mur de Berlin, d'abord, qui marque le fait que l'Occident n'a plus besoin de son gendarme français en Afrique face à un péril communiste disparu. L'affaire Elf, ensuite. Elle va révéler à quel point la société française a été gangrénée par l'argent du pétrole. La France-Afrique entre dans une période de grande turbulence.